Oui. Allô, allô. Oui, bonjour. Bonjour. Merci. Merci. Alors, on va commencer. Aujourd'hui, on va voyager en Italie avec la conférence de Jacopo Galli de l'Université de Venise et Andrea Gritti de Politecnico de Milan. C'est des formats de mini-conférences pour avoir les deux en confrontation l'une après l'autre. Alors, Jacopo Galli est enseignant à Venise. Il a obtenu son doctorat en design de projet d'architecture avec une thèse intitulée Tropical Toolbox. Fry and the World, la recherche de la modernité africaine. Il a été conservateur de la section d'architecture de l'exposition Africa Big Chance à la Triennale de Milan et au CIVA de Bruxelles, et auteur du livre Arturo Mezzedimi, Architetto della Superposizione. Il a travaillé aussi dans un programme de l'école de Venise avec l'Université de Virginie et a été aussi à Sao Paulo, donc lien avec nos intervenants de demain qui viennent de Sud-Amérique, de mercredi. Et donc, il est venu déjà l'année dernière à l'école pour travailler avec les étudiants avec des propositions assez intéressantes autour de l'architecture gonflable. Et il va nous parler aujourd'hui de Cities Under Pressure. Voilà, merci, on remercie Jacopo. Okay. Thank you very much. Today I'm going to present this. It's a book. It's not out yet, so it's kind of a preview. We'll present it on the 19th of May in Venice, if you want. And it's a book that I have done with a colleague, with Benno Albrecht, who is now director of UAV, and with a group of friends and researchers. And it's called Cities Under Pressure, and it's a design strategy for urban reconstruction. It is a few years that in Venice we are working on this theme of reconstruction. And we start from here. It's images that are fake. They are made with Midjourney. They are artificial intelligence, and they show a world that can be a little bit frightening somehow, a little bit scary, that can give you a little anxiety, and it's a strange world in which strange things can happen, and it's something that might show you a little scare in the future. And they come from different places in the world, and they are a lot of different images. But the slight problem is that this is our world, because these are real images. They're just reinterpreted through artificial intelligence. We took a series of news coming from the world in the last few years. You can find them here, and we just plug them into Midjourney and see what comes up, and it gives us back a world that is full of challenges, that is full of problems in many ways, and it's the world where we live in today. We can define these as global challenges, and we refer to what this German philosopher Ulrich Beck has defined as the global risk society, that I think is the greatest definition of the society that we are living right now. And it's the idea that the speeding up of modernization has produced a gulf between the world of quantifiable risk, in which we think and act, and the world of non-quantifiable insecurities that we are creating. Lewis Mumford, at the end of his book on the city, will say that a misinterpreted element on a radar can destroy the whole world. We are in a world where
problems are getting to this big scope. And there are a series of problems. We created some sort of categories of these problems. The problems of widespread destruction of cities and of violence, the problem of disaster and climate change that we know very well, but also the problem of social and economic risks. These are the cities in history that were destroyed by violent events, and there are much more in the other parts of the world. And today, when we started this research, we were focusing a lot about Syria, and not a lot of people were talking about it. And now the theme of the destruction of cities is becoming, and we aren't happy about it, but it's becoming very common in our world. And Pope Francis has said that we live in a creeping third world war, a war that is fought in different places, that is permanent, unconventional, asymmetrical, local, and mobile. And this war is can be defined as sort of a cosmopolitan war. It's low intensity, mobile, permanent, unconventional, timeless conflict. And we also not only mapped them, but also put all the cities destroyed in this graphic. They show the population involved, and they show the level of destruction of these cities. And you can see that, of course, in World War II, there was a huge amount of these cities destroyed. But if we go on, we see that they kind of disappear in some years, but in another sense, they grow back to being a lot of cities. And we know today the images coming from Aleppo, from Benghazi, from Kiev show us this word. It's a word also of violence. Again, Beck will say that the risk is everywhere, that the violence can be everywhere. And it's also interesting because violence is becoming endemic, is becoming recurrent in some parts of the world. 90% of the wars that were fought in the 21st century happened in a country that had experienced a war in the previous 30 years. So war becomes something that is part of the daily life of some parts of the world. And the World Bank has done a research that we were consultants for, and has said that the conflict today can be said to be fluid because they are unpredictable in their evolution, and we can see it in these days. Fractured across space and with multiple actors involved, and informal in their social and economic consequences. So this is the condition of this pressure that is supposed on the city. There are a lot of other pressures. Of course, the biggest one is probably the ongoing climate change. Here we call it disasters, not natural disasters, because the people that work in this field don't like to call it natural disasters because they say that they're just disasters. They're not natural. It's the man of the man that made this disaster. And the idea is that we can already consider climate change as an already occurred disaster, as a disaster that has already happened, and that will impact for a long time the process of modification of the urban environment. And here we have some examples of a series of dangers, of problems, and also of occurred disasters in the world. And climate change has been defined by Naomi Klein as a civilization wake-up call. It's something that finally can unite us all under a common goal to save the planet, to save our cities, and to save the planet. And the last category could be the idea of inequality. It's something that has reached the levels that we couldn't imagine up until even 50 years ago. Here you can see the map of inequality of parts of North and South America. And interesting enough, of course, some countries, we have our Brazilian friends that know this very well, are the most unequal, but some parts of the US actually show up to be as unequal as South America. So this is very spread out in very different parts of the world. And
you know very well that even in cities, in European cities, now we have these sort of rigid urban borders that define parts of the city that are devoted to rich and parts of the city that are devoted to poor people, ghettos, enclaves, refugee camp, but also the favelas, Villa Miseria, bidonville, shantytown. You have 1,000 words to describe this condition of inequality within the city. And I'm Italian, and we tend to also always look at history before we go on with anything else. And so we started by trying to understand if there is a history of these pressures, of this destruction, and of the possibilities of reconstruction. And one hint of this idea is a small book that kind of, funny enough, got almost completely burned during World War II. Was written in 1917 by the biologist and urbanist Patrick Geddes, which is one of the fathers of our of the discipline of urbanism, and it's called Ideas at War. It was written in 1917, and it is a book that has a goal in the beginning, very clear goal, and it's to create a science and art of reconstruction. It's something that got completely forgot, and I think it's something that in the upcoming years could be very important for our discipline, but for the world in general. And so what we did is try to graphically analyze the process of destruction and reconstruction. This is Dresden in 1945. You know that the city was almost completely destroyed. The part in purple are the ones that remained after the war, after the bombing. And this is Dresden in 2005 at the completion of the reconstruction of the city. There is a sort of process of urban metamorphosis, a urban transformation, that can be described graphically. We choose to describe it graphically through this system that we call transformation map. It's a map that was used by Leonardo Benevolo, a very famous professor of my university, in a lot of his works, and it's a process that tries to describe through one drawing not only space but also time. It's the idea of describing time, of describing transformation, and it's in one simple drawing. You can see the Dresden of before the war, the Dresden after the war, but also this process on how things changed. And the parts in hatched parts are one over the other, the parts in brown are destroyed, the parts in orange are the one that were reconstructed. Interesting enough, this can be done in many different places, not only in places destroyed by wars, but also in places destroyed by catastrophe, but also in places such as rapid changing urban environment, refugee camps, slums, things like this. They can have the same level of metamorphosis, quick metamorphosis. And we did it by finding always the right moment to describe this change before and after. And you see that the date changes, but at the end of the day, you can always produce transformation maps of all these cities and trace this transformation of the cities in a way, make it understandable, no? Make it the drawing becomes the instrument for which you make it understandable. And there is a lot of variability, but there is also a series of common traces in this condition. Interesting enough, cities destroyed during World War II in different cultural conditions tend to operate with similar approaches, and it's more linked in terms of the time frame in which they were destroyed, and less on the level of destruction and the geographical place where they were. So here you can see other examples, and it is a work that was done because there is a lot of singular research on reconstruction. Many historical cases have been studied very well. Le Havre, London, Berlin, all these places. But there isn't
going back to Patrick Geddes, something that could act as the base of a real discipline of reconstruction, as a science of reconstruction. And so the idea was, let's start drawing them and we'll see if this can act as the base, because we very believe that the drawing can be the base for this kind of understanding. Architects understand through drawing. And these are quite a lot of them. There are 80 presented in the book. When I talk about the book, I don't gain any money from the book, so it's not that I'm trying to selling it. But then we call a friend who is a mathematician, and we try to understand if it's possible to catalog these cases, to make them comparable. And we started from the, let's say, quantitative categorization that is possible to do through the available archival research and historical research that you see here on the left, while on the right you can position these metamorphoses of the city in mathematical terms based on a series of parameters that change and pose one city in a relationship to the other. This is obviously not enough. The goal of the research is not only to analyze, but is to try to come up with a strategy. When we were first called by Syrian friends to help them with the ideas of reconstruction, we were talking about the beginning of the war. We immediately told them it's not a matter of designing the reconstruction. If we design one house each, there are 4 million houses that are missing in Syria. Here we are 200, but even if we design one house each, we are just a drop in the ocean. We need a strategy that is something different. It's something that aims to have something a little bit more. And so the strategy that it's used today is this one. It's a top-down strategy used by international organizations. There are big foundings that go to big companies that work with big firms and that operate with these large-scale dimensions. And they operate normally in terms of layers. One does the water, one does the electricity, one does the schools, and so on. There is a big problem in this because the city never gets to be fully reconstructed because there is a problem of coordination. The alternative is to imagine a bottom-up system that allows to intervene in the cities, that allows to find the right dimension, that allows for multiple players to be involved and also for the local community to be involved, and starts from a changes in the dimension of the credit that is given in these ways. Jane Jacobs in The Life and Death of the Great American Cities says that the city has two types of money that are involved in it. One is gradual money, one is cataclysmic money. And the cataclysmic money, even if it's a lot, destroys the city, even when a lot of money arrives, because it's money that operates in one single moment and doesn't allow a process of city changing, doesn't allow this metamorphosis. While we need to change this way in making a gradual money, a money that is given in less time, in more time, but even in smaller amounts, but that can construct a different environment. And also another thing that we found it's interesting is that most of the changes of the reconstruction that you have seen in the previous images happened after World War II, in particular in historical cores that are a small part of the city today. Today the city is something like this. The global cities are something like this. They have somehow a small historical core. The historical core of Paris is 9% of its total. Yesterday we were in Saint-Denis, but is already another out of this historical core. And they have what can be called as a urban sprawl. There are a lot of definitions, but let's say this one is the one that works. And that city that is outside the center of the city, it's the city that today is getting destroyed more. If you go to Aleppo, if you go to Kiev, we are not destroying the center of the city. We are destroying the other parts of the city. And this leads to the idea that we need a complete new strategies
in order to reconstruct that, because we don't know what will happen of that city, and also because we know that most of that city might change a lot, might look a lot different from what it is today. Here you see it in destroyed cities, in Aleppo, and well, it's difficult to see in Mariupol, that was recently destroyed. The biggest destruction is in outside of parts of the city that were already very low quality, that didn't have the quality of city centers, and so that might need and require a change that is much bigger than the one that we applied in previous cases. So the idea is to pass from an image of a city made of this low density settlement to a city made of cells. This idea of working not for layers but for cells. This idea of cells, it's an idea that in history of urban design, it's a Karsic idea. It comes back. It starts back in the end of the 19th century, of the 18th century. Then it comes back. Once in a while, it comes back. Now, for example, there is a big debate about the 15-minute city, and it's still the same debate about a city that finds its limits, that finds its right dimension. And it's possible to use the destruction of the war as a chance to explore the idea of a city that is made by cells, that is made by elements that are finite. This helps a lot in terms of reconstruction because it makes it possible to control the changes that are undergone. While a top-down approach doesn't always allow to control the changes, the idea of applying these elements to smaller scale allows to control it. And it has a lot of advantages, and I'm not going to go over it. But the idea is that this strategy can have a lot of advantages, and that eventually the reconstruction of a full reconstruction of a city can happen through the devising of a series of cells that can be different one to the other, that don't need to be always the same. They can have different strategies based on financial resources, on social issues, on ethnic issues, on religious issues. They can have a lot of differences. This is also a strategy that has to do with something that we are all thinking about, and we are all, not only architects, the world is working towards a sustainable transition. I think there is a lot of debate about this. I think some of the results are not very interesting. Some of them are already interesting. I think that, again, we can go back to the idea that the idea of sustainability has a model. It's a model that it's around. It's the historic city. It's still existing. It's a city that showed its resilience. We talk a lot about resilience. The historic city is resilient by definition because it's still here. So it has been resilience. The idea is not to copy the historic city, but to understand it, to find a way to study it, to understand why this city has been able to pass through time and arrive to us, and what are the features that allowed for it to arrive to us. And so it's not the idea of reproducing the model the same, but it could be the idea of learning from this. Also, in a concept that applies through technological the latest technological advancement. We live in a very technological world. The problem is that today, in most of our designs, we apply technology without thinking about the relationship between the technology and the city. We tend to apply it as a label, as something that doesn't immediately faces these pressures, these challenges that I was talking about. The idea is that this technology can be applied at different levels, can be applied at different conditions. And also
it's the idea that there can be a sort of circular system of adaptation and of change that starts from the different pressure that are imposed not only on the city but also on the overall landscape, and that the new uses of technologies can change these circles of parts of the things we need, the circle of water, how we use water, how we transform water. It will be one of the greatest challenges of the upcoming future. And already somebody is saying that some of the wars that we are experiencing are already wars on water. But using them as a system, as tool, as a adaptive system, a circular system, also shows that production in the land can be attached to the concept of water. There can be a great change in the way in which we produce food, for example. That will be one of the other great challenges of our future. But also in productive system, we have seen with COVID the fragility of the productive global system, the fragility of the long chains, the incapacity of many of these chains to give us the answers of what we need. We are very attached to parts that are happening in other worlds. Maybe it is possible to imagine that the construction of things becomes the occasion to also build shorter chains that, at least for the things that we are able to produce on site, are able to operate. And everything is, of course, connected, and it's also led by, obviously, the energetic transition that we are living it. It's I don't know if you have read it. There was this wonderful article on the New York Times, I believe, that says that Vladimir Putin has done more for the energetic transition than any other leader in the world, because by doing a war in Ukraine, he has pushed the energetic transition 20 years ahead of its time. So maybe once we arrive to a truly sustainable world, we have to thank Vladimir Putin. So maybe we will thank him. So the idea is that, again, it's the construction of a series of circles, a series of adaptive circles, and reconstruction become a part, and the city become a part of this system. That is a wide system of changes, of interaction that happen at different scales and are applied with different technologies. We need some, we call them explorations. There are designs done for contacts, through people that we have met, through a series of possibilities. And I wouldn't call them design. I can go quickly over them. And it's the idea that it is possible to try to control a series of changes and to apply these strategies that we are talking about in different conditions. Here, for example, it's the idea on how the city for the high demand housing in the city, in this case in Ghana, can evolve through the posing. It's a debate that in the World Bank has been carried out for a long time about how only parts of the city can be built, only parts of the houses can be built, and it's possible to control the evolution of these other parts of the city. And here is the image of it. We are applying it also in the city where we work, in the city of Venice, and it's the idea that, again, there can be the learning of a series of historical elements that give size, that give form to the city, that have what an old professor of Vittorio Gregotti called a settlement principle, that is the basis of the city. And the settlement principle of Venice can be understood, it can be studied. It's this, it's the walls for the city. It's the division of the city in firewalls of the historic city. This is something that it's still existing today. All these walls still exist, and perhaps we can use it. We can imagine that
parts of this wall in different materials with different technologies, with the latest possible technologies, can become. And now we are making an experiment in this part because we are working with the Port Authority of Venice to change this part of the city, and we are making an experiment about this, finding a new dimension for the city. It can also have to do with major natural changes. You know that there are entire regions of the world that will dramatically have to change their settlement principle because well, in Venice we built this mosque and we saved it for 50 to 60 years. But in other parts, they will not be able. They will have to do something different. And so we need to explore what will be the possibilities of this different landscape. The Nile Delta will not be the same as it is today. In 10 years, in 15 years, in 20 years, it will change a lot. And of course, other examples can be in the one directly linked to wars. We did some consultancy for UNESCO in Mosul, and the city was heavily destroyed during the two battles against ISIS, one for ISIS to get the city, and the second one to free it. And the idea is, can we imagine to reconstruct some parts of these incredible commercial areas, of this system of commercial areas, and imagine that this can act as the base for the reconstruction of the city, for the reconstruction of the urban environment. Then here is another example in Peru. In this case, I go a little bit faster. So, and the latest probably it's about Ukraine. It's about European. We signed an agreement with the city of European almost a year ago now to try to understand what could be the reconstruction ideas about it. European is. It became sort of known. It's on the outskirts of Kiev. Bucha, that now everybody knows to be the place where the biggest massacre happened, is within the city of European. And here we are dealing with a city that had a very low density, that had a very low quality, and perhaps can change through the definition of something that dramatically changes the city as it was before. If we destroy a city like the ones in Ukraine that have very low quality, we're not going to reconstruct something similar. We need to reconstruct something that is very, very different, and this is a proposal that we made for that. In Aleppo, it's different. Many parts of the historical core were destroyed, can be reconstructed. We have all the informations. Thanks to the Aga Khan, we have a lot of information about Aleppo, and perhaps we can intervene in ways that allow us to give back not only the city to its inhabitants, but also a high quality city. And I will add that for in my opinion, reconstruction has never been explored as a tool for peace. This idea that wars are a recurrent effect is also related to a bad reconstruction. If you think about Iraq, the reconstruction of Iraq happened 3 times in 20 years because it was so bad that so much money was wasted, and the bad reconstruction was one of the origins for the recurrence of war. So this is a sort of a new design system. It's a new way of looking at design, at the process of design, in my opinion, and it's a design approach that we have divided in 2 main parts. One is for the historical cores, that, as I showed you before, are the smallest part of the destroyed elements, and one is for the outside parts. We call it urban triggers. For the historical cores, in Venice, we have a lot of experience about it because we started in the 60s, in the 70s, a lot of work on what we call urban restoration. Is the idea that the city as a unique system, as a complete system, can be
controlled and transformed, that we can control the restoration of the city and the and the construction and continuous construction of the historic city. This was something that was explored by many architects, urbanists also. My university, Bernardo Secchi, Leonardo Benevolo. These are some of their projects about the cities in Italy. Some of them, but also it was adopted by UNESCO. The urban restoration techniques were adopted by UNESCO and were used everywhere in the world, in many parts of the world, in Cuzco, in La Habana, in Sana'a, in Baghdad, and with the same tools that we use in Venice can be used in every other parts of the world. And here are some examples with the years of the plans of urban restoration. It is a very simple tool made of basically, again, the drawing becomes important, of 4 maps. You just have to make 4 maps. It's a map of the building type, a map of the uses, a map of the levels of preservation, and a map of what can be called prescriptions or surgeries, the changes that can be done. And at the end of the day, with these 4 maps, you can go everywhere in the world. You can go in Casablanca, or you can go in Paris, and you can fix and you can intervene in the restoration of this city based on the decision you make in this. And the decisions are these ones that can evolve a little bit in a 3D, but are these ones. The design is this one. It's the idea on what you can do in every type based on the decision you make. Putting that numbers is the true design. And the designer must be able to imagine, not to design every single building, but to imagine how his decision in one category or the other will impact the city of the future. So this is the greatest design. It's not designing one building or the other building. This is something that has been done around the world, as I showed you before. We need another way of doing it, also in the parts that are not historic. And it's much more difficult, it's much more complex, because they require a lot more change. And what we come up with is the idea of this, what we call urban triggers. Trigger is something that triggers a change, that starts a change, no? It's like you start. And it's the idea that we can try to come up with a methodology that has the same conceptual clarity of urban restoration, but has another view on the city, another potential view. And the idea is that cities can be designed out of an idea of what we can call a backbone, an element that can be designed by the central authority in some sort of ways, in relationship with the local community, and that the design is not only the design of that object, but it's also the design of what can be interpreted in that object, how that object influences this element. This was defined by Karl Popper as piecemeal planning. In Italian, it's design frammentario. So in French, must be something with fragments. I don't know. And he says that we have to make small adjustments and readjustments. We can be continually improved upon. The architect knows that we can learn only from our mistakes. Accordingly, he will make his way step by step, carefully comparing the results expected with the results achieved, and always on the lookout for unavoidable, unwanted consequences of any reform, as quoting by Karl Popper. So the idea is that the end results of this process can, here you can see some possible categories of these triggers, and these triggers operate directly, they can be used directly, but they also tend to define as a principle that can be then reinterpreted by other designers, by other people. And we tend to define this as induced design. It's a concept of, again, going back to the rules that you see before. It's the idea that if you fix a framework, the positive decision can be induced on other people, on the community, on the design, and they can always accept the change. The city that can be reconstructed in this way, it's not a defined city. It's not a city that you can define with one drawing. It's not a fixed design. It's something that has some ideas, but that changes. And so also this, it's possible
here to represent it in some sort of ways by fixing these different rules, by fixing these different ideas, and by imagining what these ideas can bring to, can construct. People that make parametric models can work a lot on this, can work a lot of the not infinite, but almost infinite possibilities that you have, because once you fixed some rules, you're not in the infinite anymore. You're in a finite element. But we call this evolutionary mechanism. It's a pattern of the evolution of the city. So this is a lot of our ideas. They are in this book, first of all, and they are to be tested. They are to be better understood, better defined. But they are something that I think will very much need to be discussed in the architectural world in order for our profession to face a series of problems that are upcoming and that we can no longer ignore. And thank you. Merci Jacopo. Attendez. Oui. Ouais. Mets-toi là, comme ça, t'es face. Là, c'est bon? Alors, on va continuer. On va continuer sur la présentation d'Andrea Gritti. Merci. Donc, je disais, on a les deux conférences de lundi consacrées à nos voisins de l'Italie. Andrea Gritti, il est enseignant à Polytecnico de Milan, une école avec laquelle on a un double diplôme, dans lequel tu es impliqué avec Hervé Dubois, qui coordonne côté Paris-Val de Seine. Donc, on a plusieurs étudiants qui font l'aller-retour entre chez vous et chez nous. Andrea Gritti est docteur en architecture et design architectural. Et il est aussi, depuis 2018, chercheur invité à l'Accademia di Mendrisio et à l'Archivo del Moderno aussi. Et donc, il a été aussi à Marseille, invité en 2018-2019. Donc, on ne s'est pas croisés. J'étais partie l'année d'avant, justement, où il a tenu un cours monographique et un studio de design. Ce qui est intéressant aussi, c'est qu'il étudie les théories et les pratiques de récupération, réutilisation et recyclage de l'architecture et des infrastructures. Donc, il y aura peut-être des liens avec l'intervention de Guilherme de jeudi. Donc, on va peut-être avoir un débat sur ces questions. On va voir ce que tu nous présentes aujourd'hui. Donc, la question de la coupure, le double et les rencontres rapprochées. Et je te passe la parole. Merci. Merci. Merci à vous. Et excusez-moi parce que je n'ai pas eu l'occasion de réduire ma présentation. Et donc, ça sera un peu comme voir une page Instagram avec toutes les choses l'une après l'autre. Je n'ai pas une page Instagram, donc peut-être que c'est une chose nouvelle pour moi. Non, la question c'est ça. J'espère de vous montrer surtout la seconde partie, la plus importante, que je vais préparer pour vous. C'est une partie dédiée aux expositions que je suis en train de faire en tant que chercheur à mon école. Présenter un concept et le représenter au public, je trouve que c'est la question que vous avez maintenant avec les pavillons box pour les Jeux Olympiques. Et c'est pour ça que j'ai choisi ces éléments-là. Toutefois, j'avais aussi l'idée un peu de représenter mon histoire et aussi l'histoire tout à fait italienne qui est représentée ici par moi, par Jacopo Bogalli et par Guido Zuliani. C'est une histoire que je pense que vous connaissez, mais c'est aussi une histoire un peu particulière. Je ne sais pas si vous savez que la France a eu une admiration particulière pour l'Italie. Ça faisait 1984
Guilherme, tu le savais? Non. Et Jean-Louis Cohen écrivait ce livre dans lequel il disait que l'Italie, c'était un exemple, surtout c'était un exemple pour la France, mais aussi un problème. Le problème, c'était qu'il y avait une double tension. Il y avait une tension à propos du travail des architectes, et une tension intellectuelle. La deuxième a gagné. En 1984, ça c'était intéressant. Après, c'est devenu un problème. Pour nous, c'est un problème énorme, parce qu'un professeur à l'école doit choisir s'il est à temps plein ou limité. Et s'il décide, moi, je décidais comme ça, d'être en plein temps, il ne peut pas travailler. Et comment est-ce qu'on peut enseigner à des étudiants si on ne travaille pas? Ouais, c'est déchirant. Je trouve que c'est déchirant. Alors, j'ai été un architecte assez chanceux, je crois, parce que j'ai eu la possibilité, avant de choisir le temps plein, de travailler pour, je dirais, 10 ans, en gérant des chantiers, en faisant des œuvres urbaines et surtout des espaces publics. Et j'ai commencé à faire ça. Tout s'est disparu. Ah, voilà. C'est un signal, peut-être. J'ai commencé à faire ça lorsque j'étais en train de compléter ma thèse doctorale. Et donc, j'étais engagé sur le projet, mais je suis aussi sur le côté intellectuel de la question. Pour moi, le côté intellectuel, c'était le concept d'échelle. C'est un concept très intéressant, selon moi, parce que on n'a pas d'études, je pensais, on n'avait pas d'études, si ce n'est des études françaises sur le concept d'échelle. Ici en France, vous avez un professeur, qui s'appelle Philippe Boudon, qui traite cette question-là. Ça m'intéressait beaucoup, mais surtout m'intéressait parce que ces livres étaient très, très clairs dans les textes et ils n'étaient pas trop clairs dans les images. Lorsque vous raisonnez d'échelle, si vous mettez des images dans un livre, toutes les choses, ça devient un peu compliqué. Alors, lorsque j'ai écrit ma thèse et j'ai publié ma thèse n'avait pas des images. J'avais seulement des diagrammes qui expliquaient ce que je pensais à propos de la question de l'échelle. Par exemple, la question du fait qu'on traite ce terme toujours à 3 niveaux. L'échelle humaine, qu'on connaît bien, l'échelle dimensionnelle, qui nous permet de mesurer, et l'échelle relationnelle, qui nous permet de se mettre en relation avec quelqu'un ou quelque chose. Par exemple, dans ce cas, nous avons un pavillon box, nous sommes un corps humain, échelle humaine. Nous avons des mesures, le plan guide nous invite à considérer des mesures, et après nous avons une relation avec les folies de chimie et la grille virtuelle de chimie. Voilà, c'est seulement une façon pour démontrer que la question des échelles, c'est une question très importante. Et pour moi, a été aussi la salut, parce que toujours j'ai continué à travailler sur ce concept, et maintenant pour moi c'est le même de travailler en chantier ou en travailler à l'école. Alors, je vais montrer tout de suite, comme dans une page Instagram, je vais montrer 3 projets, parce que je trouve que en Italie, même on a la chance, même si aujourd'hui les jeunes professeurs sont obligés à décider de rester à l'intérieur d'une dimension pratiquement intellectuelle. On a de la chance parce que l'Italie, au niveau de l'architecture, c'est très dense. On a des chefs-d'œuvre incroyables en Italie, qui ne sont pas dans les pages d'histoire. Moi, je suis un architecte chanceux parce que j'ai eu l'occasion de travailler sur un projet qui était, selon moi, un chef-d'œuvre. J'ai eu l'occasion de travailler sur un projet qui pourrait être un chef-d'œuvre. Je fais mon projet à la place d'un chef-d'œuvre. Et à la fin, j'ai réalisé un projet à côté d'un chef-d'œuvre. Je vais montrer ces 3 chefs-d'œuvre, pas donc mon travail seulement, que je trouve que sont très importants, très intéressants, surtout pour comprendre la densité intellectuelle et pratique de l'architecture italienne. Je vous parlerai des architectes, je pense que je vous ne connaissez pas, mais qui sont très intéressants et qui ont
étaient connus. Le premier, c'est Alziro Bergonzo. C'est un architecte qui est représenté dans les nombres 3 de la revue Lotus. La revue Lotus, c'est une revue sacrée. C'est une revue incroyable dans laquelle on représentait tout le mieux de l'architecture à partir des années 64, je crois. Avant, c'était réalisé en tant qu'un annuaire. Donc, il y avait le mieux de l'architecture européenne, le mieux de l'architecture mondiale à l'intérieur. Et là, on avait ces architectures. C'était la première page du numéro 3, qui c'était l'architecture d'Alziro Bergonzo. C'était une fabrique réalisée en 1960 en aluminium. Un bâtiment, selon moi, extraordinaire, qui aujourd'hui, c'est un bâtiment abandonné. Et il va devenir peut-être, j'espère, la siège de l'université de ma ville c'est Bergame, dans le futur. C'est un bâtiment qui, dans les derniers 20 ans, a subi la proposition de tomber en panne. Et je trouve que c'était incroyable. Voilà, j'ai travaillé sur une architecture de Alziro Bergonzo. C'était l'architecture d'Alziro Bergonzo quand il était fasciste, parce qu'il était fasciste. Il a changé lorsqu'il a été épuré en tant qu'architecte. Il a été épuré et après, il a changé complètement des rôles, des langages. Mais il avait fait des architectures très intéressantes. Je vous montre ces architectures-là. C'est un centre social pour jeunes fascistes dans les années 30 qui était à la fin abandonné et que tout le monde voulait détruire. Et on a essayé de réaliser un projet, on a fait de la participation, on a convaincu les personnes que c'était une bonne idée de sauver ce bâtiment-là, en faisant un grand projet avec une place, un espace public, un théâtre à l'intérieur. C'est un projet pour moi très, très important. J'ai eu l'occasion de travailler sur un côté qui pour l'Italie c'est très important, c'est la côté de la restauration, en apprenant beaucoup, en apprenant comment protéger l'enduit, comment protéger la pierre, comment travailler par exemple en réalisant des éléments qui mettent en place des qualités particulières. Par exemple, ce bâtiment-là a été réalisé dans les années 30. L'Italie, c'était presque proche de la guerre. Il n'avait pas de fer, de l'acier, mais là, le toit, c'est un toit avec une structure en acier que l'architecte n'avait pas montré. Et donc, on a profité de la restauration pour la réaliser, la mettre en place, la mettre en... Voilà, toutes les opérations aussi en Italie, les opérations de préservation sont des opérations économiques. Donc, il faut donner quelque chose pour avoir la possibilité de rénover un espace. Ici, on a réalisé un bâtiment avec des bureaux et des magasins pour permettre aux aménageurs d'avoir l'argent pour faire l'opération de récupération. Ici, ce sont des images. Ce sont seulement des images pour démontrer, selon moi, la qualité de ce bâtiment-là. La qualité sur laquelle on a eu seulement un point de vue important lorsqu'on a réalisé le théâtre à l'intérieur. C'était déjà un théâtre, mais c'était tout à fait différent. On a réalisé ce théâtre en bois, en utilisant le bambou, en mettant un espace comme une arche à l'intérieur de cette salle qui était une salle vide. Là, vous verrez la structure en acier qui était une structure avant cachée lorsque Bergonzo avait réalisé son espace. Voilà, ce sont certaines images de comment on a aménagé le stage. Voilà, ça c'est la deuxième chance. J'ai réalisé un projet lorsque on pourrait avoir un chef-d'œuvre. Le chef-d'œuvre, c'était une œuvre de Giorgio Grassi. Giorgio Grassi, c'était un architecte très fameux italien. C'était aussi l'auteur du premier livre que je vous montrais. Ce livre s'appelait L'architecture en tant que métier. Et l'architecture, en effet, c'est un métier aussi enseigné.
Ça, c'est un projet de Giorgio Grassi, peut-être pas le meilleur projet de Giorgio Grassi. Giorgio Grassi a fait des projets extraordinaires, mais c'est difficile d'aimer Giorgio Grassi parce que toujours il y a quelque chose qui est un peu radical dans son point de vue et certaines radicalités sont difficiles à comprendre. Dans ce cas, la radicalité, c'était de prendre un morceau d'une ville, une petite ville en Lombardie, Treviglio, et détruire tout ce qu'il y avait dans ce morceau d'espace pour réaliser une architecture qui était semblable à la basilique de Palladio à Vicenza. Tout à fait semblable. Vous la verrez là, cette image un peu particulière avec cet espace qui contenait peut-être le même programme que j'avais après. Un théâtre, des espaces publics et des lieux pour la communauté. Mais avant tout, ces espaces il avait eu plusieurs histoires. Il était un théâtre, après il a été un espace commerce, un supermarché. Et lorsque on est intervenu, ce bâtiment-là était un supermarché. Ça, ce sont des images de l'intervention que nous avons fait, nous avons proposé avec un porche, une grande terrasse. Mais la chose la plus importante, c'était de mettre à l'intérieur à nouveau un théâtre, où il y avait un théâtre qui était disparu parce que on avait réalisé le supermarché. Lorsqu'on réalise un supermarché, on réalise des espaces pour les dépôts très importants. Des espaces qu'on ne peut pas détruire parce qu'ils sont en béton, ils sont énormes. C'est dans ces espaces-là qu'on réalisait les théâtres. C'est à nouveau un théâtre de 300 places, à nouveau un théâtre en bambou, un peu différent de ce que vous ai montré avant, mais quelquefois semblable, avec une particulière qualité acoustique, parce que là, on fait des concerts assez importants. Et aussi avec une petite nouveauté sur le côté du stage, parce que là, on fait des représentations pour les écoles. Et donc, la structure, c'est une structure mobile et vous pouvez avoir une double situation pour la musique et pour le théâtre. Voilà, le troisième projet que je vous montre, après on passe à la chose la plus importante. C'est un projet pour moi très important c'est un projet d'housing particulier parce que les propriétaires de cet endroit, les propriétaires de cet espace, c'était moi. Donc, j'ai eu la possibilité de convaincre l'entrepreneur à faire la chose que je voulais. Moi, mon père, mon frère, on est une famille d'architectes. Je ne suis pas devenu riche pour ça. Parce que l'entrepreneur disait, voilà, tu veux faire ça, ça coûte très cher et tu dois le payer. Donc, la question a été de trouver une médiation entre deux différentes volontés. Notre volonté, c'était 2004, c'était de réaliser le premier bâtiment italien avec un protocole écologique. Le protocole s'appelait Casa Clima et le bâtiment doit être complètement réversible. C'était 2004, hein? C'était assez tôt dans le débat. Ce petit projet a gagné un prix. Ce sont des maisons très, très simples, 2 étages, ça c'est les contraintes du lieu, 2 étages, mais dans lesquels on devait réaliser des espaces qui pourraient être de petits appartements avec une cuisine, un lit, une grande salle, ou plutôt des duplex. Et donc, les éléments en acier qui font les escaliers, les collements verticaux, sont en effet posés dans une façon où vous pouvez changer. Vous pouvez changer même lorsque vous avez un autre type de famille. Voilà, ça, ce sont les images de ce projet avec cette petite serre climatique qui permettrait d'avoir un bilan assez intéressant. Et la structure, c'était toute une structure en acier. Donc, on peut imaginer qu'à la fin de son cycle de vie, ce bâtiment-là va restituer un espace pas complètement vierge parce qu'on a des parkings. Les parkings sont en béton et ils sont souterrains.
mais ça, c'était une question qu'on n'a pas pu dépasser. Voilà, il y a un chef-d'œuvre tout aux côtés de l'œuvre que j'ai réalisée. Alors, je disais avant que j'étais un architecte chanceux. Lorsque je suis dans un chantier, toutes les fois que j'ai été dans un chantier, si je me promenais pour 10 minutes, j'avais la possibilité d'avoir une architecture très intéressante. Ça, selon moi, c'est une architecture fantastique réalisée dans les années 70 par, par Giorgio Zenoni et Giuseppe Gambirasi à Bergame. Mon projet, c'était plus ou moins ici, le projet que j'ai réalisé, et devant, j'ai cette incroyable structure. C'est un plan incliné sur lequel on superpose des petits cours. Et chaque petit cours, c'est un appartement. Ils peuvent être à nouveau partagés, divisés ou pas. Le parking, c'est au-dessus du plan incliné. Et ce plan incliné dans une ville, Bergame, ma ville, c'est une ville qui s'est caractérisée par une ville haute et une ville basse, c'est vraiment une idée incroyable. Parce que c'est une image vraiment puissante, tout en briques de l'architecture. Voilà, ça, ce sont les coupes en crayon, les prospects, les façades en crayon, les plans de ce système, que c'était la seule chose que j'ai essayé de faire le même, c'est-à-dire que comme dans le petit bâtiment que j'ai réalisé, j'avais la possibilité de unifier ou pas les deux étages. Ici, on peut unifier ou pas les deux parties autour de la cour. Il y a des appartements qui sont autour de la cour et d'autres qui sont détachés. Voilà, ce sont des images, et ça, c'est l'image très puissante. Je ne sais pas pourquoi ce bâtiment-là, il n'est pas dans les livres d'histoire d'architecture. Pour moi, c'est un mystère, c'est un énigme. L'autre jour, Nathalie disait qu'il était allé à Londres pour visiter Nick Brown. J'ai visité Nick Brown. Lorsque j'étais là, je disais, c'est beaucoup mieux l'édifice que je connais. Voilà. Ce sont des images, sont liées à la culture anglo-saxonne, on le sait, on a beaucoup de relations avec ces espaces, mais il y a une vie publique à l'intérieur de ces espaces incroyable. Il y a une qualité incroyable. Maintenant, il y a un petit film, vous pouvez le trouver sur YouTube, qui s'appelle Il condominio inclinato, le grand ensemble incliné. Et voilà. OK, on vient à nous. Combien de temps j'ai encore? 15 minutes? Oui, OK, parfait. Alors, la coupure. Qu'est-ce que c'est que la coupure? La coupure, pour moi, c'est une coupure un peu déchirante. Après 2011, je ne peux pas plus travailler en tant qu'architecte qui dirige un chantier. Donc, les doubles, lorsqu'on a une coupure, toujours on a un double. Avant, j'ai raconté des questions de duplicité, en architecture, deux architectures, en architecture à place d'une autre. Et ça, c'est une possibilité. Et à nouveau, les rencontres rapprochées. Donc, je vais vous montrer 3 expos que j'ai réalisés et on va partir par un autre architecte sur lequel j'ai travaillé. J'ai étudié à Mendrisio, j'étudie encore à Mendrisio sur ces architectes-là, qui s'appelle Vittoriano Vigano. Vittoriano Vigano, c'est un architecte formidable, milanais. Il a réalisé le bâtiment, le plus important bâtiment de la faculté d'architecture de Milan, que c'est un bâtiment extraordinaire. Là, on a une image, un petit texte que j'ai écrit à propos de ce bâtiment-là. Vous devez savoir que Vittoriano Vigano était un élève de Gio Ponti. Gio Ponti, c'était un des architectes les plus importants italiens. Et Gio Ponti est l'architecte qui a réalisé la plupart des bâtiments de l'école polytechnique de Milan. L'idée de Gio Ponti, c'était fantastique. Les bâtiments devaient être pour les étudiants d'architecture enseignants. Les bâtiments enseignants. Alors, à la place de ce bâtiment-là de Vittoriano Vigano, il y avait l'idée de Ponti que son élève a détruite. Il a commencé de notre côté, mais il a commencé de l'idée
du bâtiment enseignant. Il a commencé de l'idée qu'il fallait enseigner qu'est-ce que c'est qu'un poutre, qu'est-ce que c'est qu'un pilier, qu'est-ce que c'est qu'un élément suspendu, qu'est-ce que c'est qu'un espace public, et il est réussi. Je pense qu'il est réussi. Ça, c'est la première chose importante au niveau public qui est passée à l'intérieur de cet espace. Le projet, c'est 1976, réalisé en 1984, inauguré 2 années après, et j'étais dans les étudiants qui pouvaient entrer pour la première fois dans cette université. Donc, c'était plutôt frappant d'avoir une salle de classe comme ce que Vigano proposait. Alors, Vigano avait fait, dans ce bâtiment-là, une expo sur son activité. Et c'était une expo pas mal, parce que a été curé par mon maître s'appelle Sergio Crotti, et a été réalisé pour l'installation par Achille Castiglioni et Cino Zucchi. Cino Zucchi, c'était très jeune, Achille Castiglioni, c'était très vieux. Mais les deux ensemble travaillaient. Cino Zucchi était un élève de Achille Castiglioni. Vigano s'était pas trop engagé dans l'expo, s'était engagé sur le contenu, pas sur l'installation. Et l'installation, c'est comme je vous la montre. C'était ces 2 panneaux et 100 planches réalisées par Vigano qui représentaient son travail dans les monts. Ça, c'était un peu l'image. Ça, c'est l'espace Agora à l'intérieur de mon école, un espace énorme de 12 mètres de hauteur. Et l'expo, c'était un peu l'espace ouvert et un peu dans l'espace fermé. Et vous voyez là l'image que Cino Zucchi et Achille Castiglioni ont donnée à ces expos pour créer un parcours. J'ai essayé d'interpréter ça parce que lorsque j'ai étudié Vittoriano Vigano, on m'a donné la tâche de réaliser une rétrospective sur cette exposition. C'est-à-dire, cette exposition a été durée à l'école polytechnique de Milan seulement 15 jours. Après, il est parti pour les États-Unis, pour la France, pour n'importe où. Mais à notre école, seulement pour 15 jours, il était là. Donc, l'idée, c'était de la remettre en place. Et la remettre en place, c'est un peu la chose la plus intéressante que j'ai fait en travaillant avec d'autres architectes. Alors, l'expo, c'est tout là. Ce sont 3 caisses où à l'intérieur, on trouve plus ou moins 100 planches différentes. Donc, vous ouvrez la caisse, c'est un peu comme l'histoire du Petit Prince, non? Vous ouvrez la caisse et il y a dedans, il y a une architecture entière. Voilà. La chose la plus... Les caisses n'étaient pas ouvertes depuis le retour de l'expo des États-Unis. Donc, ça passait plus que 30 ans. Voilà. Ils sont faits comme ça, c'est pas nous, 1 mètre par 1 mètre, tout en forex avec une qualité de photographie vraiment importante. On ne savait pas si reproduire ou pas l'installation de Castiglioni et Zucchi. Et on a eu l'idée de faire une chose différente quand on a vu ce panneau-là. Ce panneau-là, c'est la représentation d'un expo que Vigano avait dédié à l'archéologie. Donc, vous voyez, tous les éléments sont à terre, ne sont pas élevés, sont à la terre. Donc, on a commencé à penser qu'est-ce qu'on devait faire pour mettre à la terre les éléments en respectant un peu l'architecture de Vigano. Et donc, pour ça, avant, on a vu que c'était possible de mettre à la terre les éléments en permettant au public de passer à l'intérieur, un peu comme dans l'expo de Vigano. On a pris la mesure et après, on a dessiné une coupe. C'est une coupe, seulement une coupe très, très simple que j'ai réalisée. Avant, je la pensais en bois. Après, je la pensais en recyclant un matériau très important pour un architecte qui enseigne dans l'école. On a recyclé les planchers en polyplate qui les étudiants n'utilisent pas. Ce qui reste de maquettes, ce qui reste des expos, ce qui reste des choses comme ça. Et voilà, on a pris les mesures, on réalisait la même structure
avec ce système et on a essayé plusieurs fois comment faire, comment épargner matériaux parce qu'on n'avait pas assez de matériaux pour réaliser ça. L'autre chose, c'est que ça devait être léger. Et ça ne devait être plus grand que les 3 caisses, tout ensemble. Et on a réussi. Ça, c'est l'expo qui vient à l'intérieur de l'école et c'est contenu dans 1 mètre cube maximum d'espace. Et ça, c'est l'installation de ces éléments-là, un jour pour installer, pas plus, à l'intérieur de l'espace. On suit l'installation de Chinozzuki et Castiglioni. C'est la même disposition, mais ça change tout lorsque les éléments sont à la Terre. Je ne sais pas si Alfredo, tu l'as vu cette expo. Ah oui, tu l'as vu. Oui. Voilà. Il y avait à l'intérieur aussi des choses importantes, des Vigano. Vigano avait fait des pièces de design incroyables, des lampes, des choses vraiment étonnantes. Et puis, il y avait des pièces inédites qui étaient parties de ma recherche à Mendrisio à propos des Vigano. Ça, c'est l'image, et voilà, et l'espace. Bon. Alors, l'autre chose que j'ai fait, et je retourne à la question de l'échelle, dans les dernières années, c'est de m'occuper des autoroutes, des infrastructures. Et ça, c'est un problème. Mettre dans une expo, dans une exhibition, une autoroute, c'est pas facile. J'ai commencé en 2015, lorsque Alberto Ferlenga, qui était recteur à Venise, avant c'était le directeur de la section architecture de la Triennale de Milan, m'avait demandé de participer avec d'autres 12 architectes à des expos qu'on faisait en 2015 lorsqu'on avait l'expo de Milan. Donc, l'idée, c'était de mettre en place un peu les qualités du territoire de la Lombardie et du territoire qui amène les touristes à Milan. Donc, je me suis occupé de l'autoroute entre ma ville, Bergame, et Milan, qui c'est la 2e autoroute d'Italie. Donc, c'est la 2e autoroute dans l'histoire d'Europe. Donc, c'est la 2e autoroute du monde. Je sais pas si vous savez, l'Italie, c'était incroyable. Hein? Il n'avait pas de motorisation, mais il avait réalisé les premières autoroutes. Donc, la première, c'est Milano-Como, la deuxième, c'est Milano-Bergamo. Et c'est pour ça qu'on a pensé de chercher quelque chose à propos de cette question et le mettre en place. On a travaillé par un an à la recherche et après, on a mis en place en septembre 2015 cette idée de réaliser dans une ville industrielle qui s'appelle Dalmine, qui c'est très important parce que l'autoroute passe par là de Milan à Bergame parce qu'ils doivent croiser Dalmine. Là, on a réalisé cet espace. Donc, l'idée, c'était de représenter l'autoroute avec différentes sections, différentes conceptions de l'espace. Donc, il nous faut pour comprendre ce que c'est qu'une autoroute, un atlas. Il nous faut savoir quelle est la géographie et l'histoire même que l'autoroute traverse. Il nous faut un contexte, et ce contexte-là, c'est un contexte d'architecture. Parce que dans ce cas-là, on a 50 km, et les longs de ces 50 km, on est plein d'architecture très importante. L'édifice, le bâtiment rouge de Jean-Nouvel, long 1 km, c'est le long de cette autoroute. La flèche réalisée par Richard Meyer, à la fin de ce bâtiment, c'est sur cette autoroute. Un tour de Zero Bergonzo, c'est sur cette autoroute et d'autres choses. Voilà. De Milan à Bergame, on est plein d'exemples très intéressants d'architecture le long de l'autoroute. Donc, l'autoroute, il a un contexte tout à fait comme une route normale dans la ville. Il faut interpréter ce contexte. Et il faut interpréter ce contexte en savant que il y a des éléments qui sont des éléments très importants. Sans ces éléments, on n'a pas d'autoroute. L'asphalte,
les gareilles, les éléments, les signaux lumineux et toutes choses là. Alors, l'autre chose très importante est que notre route, ce n'est pas l'espace de l'autoroute. L'autoroute, c'est un espace un peu plus grand. C'est un élément qui creuse le terrain et après, il réalise un espace plus grand. Donc, nous avons besoin d'un photographe qui représente l'autoroute. Et ce photographe s'appelle Giovanni Annina, il travaille avec moi depuis 8 ans. Et il était un élève de Gabriele Basilico. Gabriele Basilico, c'était le photographe que j'ai montré pour la première fois lorsque je vous montrais les images de la fabrique de l'industrie des Bergonzes. Voilà, ici je vous montre parce qu'on a utilisé pour réaliser cette exposition très peu d'argent et en recyclant beaucoup de matériaux. Qu'est-ce qu'on a fait pour mettre en place l'autoroute dans des petits espaces de la Fondation d'Almine? Ici, la section Atlas et architecture était ôtée à l'intérieur d'une petite maison qui était une maison des dirigeants de cette grande industrie qui s'appelle Dalmine. Et l'idée, c'était avant tout de réaliser une paroi d'expo qui c'était plus ou moins grand comme une barrière anti-bruit, une barrière qui permet de réduire les bruits le long de l'autoroute. Donc, on avait 6 mètres et demi d'espace pour le réaliser et on a prouvé à utiliser ça. Et dans les salles, quelque chose qui pouvait représenter l'histoire de l'autoroute. Donc, matériaux de recyclage, fenêtres existants et tous les éléments qu'on n'utilise pas lorsqu'on fait une fenêtre. Les éléments les plus intéressants sont ces petites, en italien on l'appelle cantinelles, ces petits bâtons. Ce sont des bâtons 2 cm pour 2 cm. Ils sont utilisés pour fermer les verres à l'intérieur des fenêtres. Et donc, on a utilisé une trame géométrique et structurelle qui ce n'est pas à moi. C'est une trame qui a été développée par Franco Albini, par exemple, dans les années 50 à Milan, mais on l'a développée dans une façon, je crois, assez rusée pour épargner matériaux, pour utiliser seulement des vis et pour avoir la possibilité de monter et démonter la structure. Là, vous verrez certaines images de la structure avant dans les laboratoires, après à la place avec les éléments de la recherche, qui c'était toutes les reproductions, et après, quand on a ouvert l'expo. L'expo, c'était une expo de matériaux, dans ce cas d'architecture. L'idée, c'était qu'on était plein de matériaux incroyables, donc ça, c'était un peu comme les casses pour les disques, non? Tu peux choisir ce que tu veux et regarder ce que tu veux. Voilà, ça c'est l'image. Des petites tables, parce que c'était un expo aussi pour les étudiants et les étudiants jeunes. Donc, les écoles qui ont visité cette expo pouvaient amener les jeunes étudiants et puis permettre à eux de s'asseoir et regarder les choses, entendre les bruits de l'autoroute plutôt que l'autoroute la nuit, l'autoroute les jours. Il y a eu une image, Bergame, vous savez, a été la ville la plus frappée pour le Covid, au commencement du Covid. Pour moi, il y a eu une image incroyable lorsque on a eu le lockdown, parce que les bruits le long de l'autoroute, ce n'est pas un bruit. Personne ne voyageait. C'était incroyable, c'était frappant. Voilà. L'autre chose, c'était mettre en place les éléments qui constituent l'autoroute. Mon idée, c'est une idée que j'ai exprimée dans des recherches en commençant en 2014, c'est que l'autoroute, maintenant, on vit dans une situation dans laquelle l'autoroute est presque prête à être une partie de l'archéologie. On est prêt à dépasser l'histoire de l'autoroute. Histoire que maintenant est très importante pour nous encore, mais ça va devenir, comme les anciennes routes romaines, ça va devenir une histoire pour une autre époque, une histoire d'archéologie. Donc l'idée, c'était de représenter sous un voûte
qui était en voûte réalisée par Giovanni Greppi à Dalmine pour les ouvriers qui travaillaient là et qui arrivaient avec les bus, et réalisait une espèce de musée archéologique de l'autoroute, dans lequel on a pris des éléments de l'autoroute véritables. Ce sont des éléments qui sont prêts à être amenés à l'autoroute pour être partis dans l'autoroute, et on les a représentés dans une façon dans laquelle personne ne les peut voir, parce que personne peut voir un guardrail, si ce n'est des gens qui ont un accident, vis-à-vis. Personne ne peut voir un élément lumineux vis-à-vis, parce qu'il est à 6 mètres de haut. Et voilà, toutes ces petites choses pour nous très importantes. Les fenêtres, la troisième section, la quatrième section de l'expo, c'était une section dédiée aux photographies. Ce photographe très jeune, mais très fameux, qui s'appelle Giovanni Anninen, avait représenté plus ou moins 60 photos. Les photos n'avaient pas de corniches, on n'avait pas l'argent pour réaliser les corniches, et donc le même charpentier qui nous avait fourni les matériaux pour la première expo nous a fourni les fenêtres qu'il n'utilisait pas. Et donc avec ces fenêtres, on a réalisé une structure pour une galerie, et cette galerie, c'était la galerie où on a déposé les photos à l'intérieur. Il y avait des sponsors pour la lumière. La lumière, on ne peut pas la recycler, il faut la voir. Ça coûte très cher. Mais on ne peut pas faire une expo de photographie sans la lumière correcte. Ça, c'était un espace incroyable. Hein. C'était le lieu où tous les ouvriers de Dalmine allaient pour acheter à manger ou acheter des choses nécessaires pour garder la qualité de ces appartements. Donc, je ne sais pas, des menuiseries, des choses comme ça. Tout était là dans ces endroits qui étaient abandonnés, qu'on a ouvert depuis 10 ans pour cette expo. Maintenant, c'est un restaurant chinois. Voilà. Ça, c'est l'expo. 5 minutes, non, moins que 5 minutes, et je terminais. Ça, c'est une autre histoire. C'est l'expo que je vais faire. Sur l'autre recherche que maintenant j'ai, c'est une recherche dédiée à une autre autoroute, Milan, Venise, Turin, Trieste, Milan, Bergame, c'est est-ouest. L'autoroute que j'étudie maintenant, c'est nord-sud. C'est l'autoroute qui va en Autriche et dépasse l'Autriche, après en Allemagne et jusqu'à la Suède. On a une chance, à nouveau. La chance, c'est que on est financé par une société qui se trouve à Trento. Et à Trento, on a réalisé un musée, ce que je vous montre maintenant, à l'intérieur de 2 galeries. 2 anciennes galeries, pas de l'autoroute, mais d'une route très importante qui passait par là. Maintenant, c'est un musée. Donc, l'idée incroyable, c'était de pouvoir réaliser l'expo de l'autoroute à l'intérieur d'une galerie en changeant l'échelle. Ça, ce sont des images de cette galerie, et ça, ce sont des images de ce qu'on est en train de faire. Alors, l'expo représente l'autoroute surtout sur le fait qu'ici, on dépasse les Alpes. Donc, on a une partie de l'autoroute en plaine, on a une partie de l'autoroute dans la vallée de l'Adige et une partie de l'autoroute qui dépasse les Alpes. Et donc, 3 différents paysages complètement différents, complètement... il est nécessaire de l'interpréter pour faire n'importe quelle chose. Donc, on a utilisé les aires de service. Le long des 300 km, on a 22 aires de service pour interpréter ce paysage. Et ces aires de service, pour nous, sont devenues l'occasion pour étudier l'autoroute et la relation entre l'autoroute et le territoire. Ça, ce sont les photos de Giovanni Anninen. Cette autoroute a été réalisée dans les années 70 après un projet réalisé en Italie par un paysager qui s'était Pietro Porcinai. Donc, à nouveau, cette particulière qualité, cette particulière capacité d'anticiper certaines questions propres de l'Italie. Moi, je suis chauviniste, c'est comprendre ça. Oui, ok. Voilà des images de Giovanni. Et ici, c'est la place à l'intérieur de la galerie
on aura seulement 40 mètres parce que, en effet, cette galerie, c'est une galerie très importante avec plusieurs expositions. On aura 40 mètres où on va représenter l'autoroute en échelle en 10 millième sur les parvis, l'autoroute à l'échelle sur 2000 aux parois, en 10 millième, 2000, vous savez que quand on représente une infrastructure, on doit forcer l'échelle. Donc, ça reste la même au plan et il faut forcer la hauteur. Parce que sinon, vous ne comprenez presque jamais de la question. Et donc, tous les maquettes des 22 aires de service seront en l'an 2000 en échelle. Aux parois, les photos de Giovanni Anninen et sur l'autre paroi, tout ce que c'est l'histoire de l'autoroute avec tous les bâtiments réalisés par les grandes œuvres réalisées par Riccardo Morandi, par d'autres incroyables ingénieurs et qu'on a étudié peu plus que 6 ans. Voilà, ça c'est tout. À nouveau l'échelle, c'est un peu mettre les vaisseaux dans les bouteilles. Merci. Alors, on va rapidement conclure. Je voulais juste remercier à la fois Andrea par cette vision un peu panoramique sur des activités très variées, tant d'architectes praticiens comme de chercheurs, comme de travail d'expo. Je trouve que ces dernières expos qu'on a vues sont vraiment une leçon d'économie de moyens. D'une manière d'utiliser des éléments de rebut, des chutes, des éléments qui ne servent pas à autre chose. Donc, c'est vraiment très, très pertinent pour l'exercice qui nous occupe aujourd'hui. Et aussi la question de penser à partir d'un système qui se décline. Donc, c'est une notion de la puissance du système, de la déclinaison, du module, de l'assemblage qui génère à la fois une architecture à l'échelle d'une exposition. Et je pense que c'est très pertinent parce que, vous l'avez compris, on travaille pour la plupart d'entre nous sur un pavillon pour la boxe, pas tous. Et ce pavillon est un lieu à utilisation multiple, c'est-à-dire qu'il est censé être support d'exposition, mais espace public, lieu de partage, lieu de détente, donc vraiment toutes ces imbrications qui s'y passent. Je voulais aussi remercier Jacopo parce que lui, à l'opposé d'Andrea, nous a fait un exposé sur un sujet d'une manière très intensive. Et je pense que cette manière de regarder l'urbanisme, en fait, et le développement des villes n'est pas du tout enseigné à l'école. Je ne pense pas que vous ayez eu de cours qui traitent de cette manière-là les systèmes d'implantation dans un territoire. Et je pense que cette manière d'approcher les transformations qui ont lieu dans un moment disruptif de l'histoire sont vraiment très pertinentes parce qu'on est dans une période de mouvance, enfin, qu'elles soient ces interventions disruptives, qu'elles soient liées à des guerres ou qu'elles soient liées à des catastrophes naturelles ou à des bouleversements sociétaux profonds. On est aujourd'hui en train de les vivre à l'échelle planétaire, mais à l'échelle aussi de notre école, tout simplement. Donc, pensons à comment on s'empare de ces questions pour produire du positif. On va clôturer, mais est-ce qu'il y a des gens qui auraient des questions pour l'un des deux, très rapidement, avant qu'on y aille? Des choses qui vous restent brûlantes dans les lèvres, que vous avez envie de poser? Non, tout va bien? Ok, bon, bah merci à tous les deux et on continue la journée. Merci.